Der Frankreich-Blog ist wieder in Paris. Wir sind heute in der Wohnung von Michel Sicard. Bonjour Michel. Merci. Bonjour, Merci de m'avoir encore une fois reçu. C'est notre 6e interview, je crois. Et nous parlons aujourd'hui de Sartre et de l'art. La première phrase de ton introduction, qui s'appelle Avant lire, à tes essais sur Sartre, paru à Paris en 1989, tu écris « Sartre fut pour moi un ami et un texte ». Pourquoi un texte ? Eh bien, parce que l'homme qui me recevait, qui m'ouvrait la porte, qui demandait de mes nouvelles, c'est pas tout à fait le même que l'homme du corpus, Sartre, qui est beaucoup plus vaste. Donc, j'avais ce paradoxe vivant devant moi, c'est que d'une part, je voyais une personne qui est devenue de plus en plus amicale à mon égard, et qui était en même temps un vieil homme qui commençait à montrer des signes de faiblesse, de fatigue, etc. Quel âge avait-il à l'époque ? Et il avait, donc c'était en 72, 73, donc il était né en 1905, donc il avait à peu près 68, 70 ans. Et pendant toutes ces années-là, donc, je voyais ses limites physiques, mais en même temps, le corpus, je le différenciais. C'est-à-dire que je voyais l'homme de la nausée, l'homme qui s'était engagé aux côtés des communistes parfois, et puis aux côtés des gauchistes, c'était cette période-là. Et je voyais aussi l'écrivain, je voyais surtout l'écrivain, voilà. Donc c'était un peu pour moi, dans le concert politique qui était autour de lui, dans le bourdonnement politique, j'étais un petit peu la voix de l'écriture qui mettait l'accent justement sur ce corpus qui était extraordinairement beaucoup plus vaste que sa personne et que les engagements qu'il pouvait prendre. D'ailleurs, je suis très souvent étonné dans la presse et lorsqu'on lit des livres sur Sartre, on retient surtout l'homme qui a pris quelques engagements politiques, qui a signé des pétitions, qui a soutenu un tel ou un tel. Mais le processus d'écriture chez lui a pris beaucoup plus de temps que ces engagements dont on parle beaucoup et qui ont souvent abouti à peu de choses, parce qu'il a été proche des communistes, mais le régime s'est effondré, et il a pris position pour telle ou telle cause, et ça s'est ensuite révélé complètement fallacieux. Par exemple, les déclarations généreuses à l'égard de Cuba, etc. Bon, on a bien vu ensuite comment le régime a appauvri considérablement le peuple et comment les choses ont assez mal tourné. Ce sont devenus des régimes extrêmement autoritaires. Et donc, il y a une versatilité de la politique, un caractère très éphémère, écumeux de certaines prises de position, alors que le processus d'écriture lui-même est un processus plus profond, et c'est ça à quoi je voulais accéder, et je cherchais auprès de lui à ce qu'il me livre quelques clés de compréhension. Voilà. On pourrait aussi dire que l'œuvre littéraire et philosophique dépasse de loin la personne de Sartre. C'est ça, c'est-à-dire que jusqu'ici on a fait quelques biographies en s'attachant à ce qu'il racontait dans les souvenirs de Simone de Beauvoir ou dans les témoignages qu'on a pour dire quelque chose sur sa vie, mais l'œuvre elle-même est beaucoup, beaucoup plus importante. Au fond, il faudrait faire ce que Yves Bonnefoy appelle la biographie d'une œuvre. C'est-à-dire non pas, voilà, il est allé à tel endroit, telle année, rencontrer Dolores, ou etc. Mais non, comment il a eu l'idée de faire naître tel ou tel texte, comment à tel moment, tel mois, il a commencé à écrire sur le Tintoret, etc. Ça me paraît beaucoup plus important. Rendre le rapport des œuvres entre elles, n'est-ce pas ? Oui, et aussi de voir comment il travaillait sur plusieurs textes en même temps. Alors ça, bon, il n'est pas le premier à faire ça. Chez Mallarmé, par exemple, on dit qu'il travaillait en même temps Hérodiade et l'après-midi d'un faune. Pas tout à fait en même temps, je crois que ça dépendait des saisons. Mais chez Sartre, on voit bien que dans les années 50, et d'ailleurs
la critique souvent se trompe sur les dates en disant bon l'autobiographie des mots ne commence qu'en telle année. Non, c'est pas vrai. C'est tout dans les années vers 55. Il écrit à la fois Flaubert, l'autobiographie, etc. Il écrit plusieurs choses en même temps et ça s'entrelace. Et donc c'est extrêmement complexe. C'est une œuvre protéiforme. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse un petit peu, c'est de défaire les chevaux qui s'est noué à tel ou tel moment. Alors, c'est pas le même Sartre, d'ailleurs, on peut dire qu'il y a plusieurs Sartres, mais c'est pas du tout souvent ce qu'on croit. Par exemple, le Sartre de l'imaginaire, ça me paraît un très très grand moment théorique, ainsi que l'être et le néant. Et ça n'est pas le même que la nausée ou la veine des romans. Et ça n'est pas le même non plus que l'homme qui fait les grandes critiques. Donc voilà, il y a des moments différents chez Sartre qu'il est intéressant de pointer, qui ne correspondent pas du tout aux engagements politiques et à ce dont on parle dans la presse ou dans la plupart des livres sur Sartre. Nous allons essayer de le faire. Dans cette préface, tu constates que Sartre, je cite, a été l'ouverture de la modernité. Et si je te comprends bien, tu penses que Sartre nous a montré une autre philosophie, une autre lecture de la lecture. En les combinant tous les deux, il nous suggérait une nouvelle esthétique, affirmation et création de liberté en même temps. Qu'est-ce qu'il en est resté ? Alors, il est évident que Sartre a marqué un moment très très fort de la modernité. C'est-à-dire qu'il écrivait, il le dit quelque part, pour son époque. Il écrivait à un moment donné pour entrer en résonance avec un certain nombre de préoccupations de son époque. Alors, lesquelles, eh bien, c'est après la guerre, au fond, que les choses se sont installées, qu'il est apparu comme un maître intellectuel. Et c'est à ce moment-là aussi où il a essayé de voir comment le monde n'était plus celui d'avant-guerre, mais il y avait un certain nombre de préoccupations autres, à la fois dans la façon de vivre des relations, mais aussi la façon de penser et d'écrire. Et il est évident qu'il a essayé d'écrire et de composer ses ouvrages d'une autre façon que pendant la période surréaliste, par exemple. Donc, du point de vue strictement littéraire, il y a une modernité de Sartre qui se caractérise, je crois, par une ouverture aux sciences, pas tellement du langage, mais aux sciences sociales, disons que. Il y a beaucoup dans ce qu'il écrit de données historiques, sociologiques, etc. Et à ce moment-là, le texte littéraire, on se rend compte qu'il n'est plus du tout le même que le texte, par exemple, d'un Gide ou d'un Valéry. Enfin bon, il y a quelque chose qui change complètement. Et je pense que dans la pensée littéraire et dans la philosophie, c'est vraiment un tournant. C'est-à-dire, Sartre est en train de nous faire passer à un autre type de philosophie. On ne pourrait pas concevoir des pensées comme celles de Foucault ou de Derrida ou de Barthes sans qu'il y ait eu Sartre. C'est-à-dire que Sartre a réfléchi sur des problèmes qui étaient à la fois des problèmes du monde courant. Par exemple, qu'est-ce qu'un texte de poésie ou qu'est-ce que voyager, etc. Et il a réfléchi de façon philosophique. Et donc, en ce sens, il se rapproche évidemment des mythologies de Barthes ou de certains textes de Barthes, et aussi de Foucault, par exemple. La question du pouvoir à la fin de la vie de Sartre, on la retrouve chez Foucault et chez Sartre assez proches. La question de la séquestration aussi, c'est un des grands thèmes de la philosophie de Sartre. On va le retrouver développé chez le philosophe Foucault.
à propos donc de la clinique, de l'hôpital psychiatrique, des prisons, enfin, etc. Donc c'est un thème qui va revenir chez Foucault et être étudié de façon plus structurale. Mais on sent déjà que chez Sartre, il y a une espèce d'approche moderne comme ça dans la pensée. Alors maintenant, qu'est-ce que le moderne ? Et qu'est-ce qu'il a fait pour penser aussi au-delà du moderne ? Parce que on a vu apparaître ces notions dans l'architecture. Par exemple, Le Corbusier est un architecte moderne. Et alors, Sartre a d'ailleurs écrit des textes aussi sur les architectures modernes, par exemple aux États-Unis, les rues qui se recoupent à angle droit, qui sont bien rectilignes, alors que l'architecture en France est plutôt de type labyrinthique ou spiralé, enfin, etc. Donc voilà, il y a des modèles formels du modernisme et que Sartre a lui-même pratiqué. Alors non seulement dans ce qu'il nous dit de l'architecture, mais si par exemple les techniques de cut quasiment qu'il emploie dans ses romans, le sursis, enfin, etc., nous montre une façon d'écrire tout à fait en rupture avec la phrase traditionnelle. Et donc, lui aussi, il a appliqué des techniques modernistes. Alors, ça ne suffit pas tout à fait, puisque j'étais un des premiers à prononcer le mot de postmoderne en 1983, je crois, en Italie, à propos de Sartre. Et ce terme a été ensuite, une dizaine d'années plus tard, repris par des gens comme Ribalka, mais aux États-Unis par beaucoup d'autres aussi. Sartre a été un des ouvreurs à la postmodernité. Il a fait en sorte que quelque chose de l'ancien monde reste dans ce qu'il faisait, ce qu'il pensait, ce qu'il faisait littérairement, ou dans la façon de concevoir ou d'écrire sa philosophie, et en même temps de le brasser de telle façon qu'il n'y avait plus quelque chose qui était centré, qui était dépendant d'une idéologie. Même Critique de la raison dialectique, ça part sur un postulat que le marxisme est la philosophie indépassable de notre temps, mais après, par le groupe, par la fusion, le groupe en fusion, par l'apocalypse, etc. Voilà, toute cette belle idée d'un marxisme, donc idéologie dominante, devient est balayée et subvertie par une pensée du groupe et de l'individu qui est totalement différente. Et là, on a l'instauration d'un Sartre postmoderne, c'est-à-dire qui se retrouve dans des éléments chaotiques, dans des éléments d'instabilité, qui essaie de penser des images qui se décomposent, etc. Donc on est à la fois dans une philosophie et une esthétique, et donc voilà, il a été vraiment... aujourd'hui, c'est une idée à peu près admise qu'il est un des fondateurs de la postmodernité dans la pensée. Quand on parle aujourd'hui de Sartre, même au milieu universitaire, Sartre n'est plus tellement en vogue. On se rappelle quelques pièces de théâtre, on cite son approche au marxisme. Chez nous en Allemagne, peut-être même la visite chez Andreas Bader à Stuttgart, mais on ne sait à peu près plus rien de ses études sur l'esthétique, soit de l'art ou soit de la littérature. Et pourtant, Sartre, lui, ne les a pas du tout négligés. Alors, dans la vie de Sartre, il y a souvent eu des périodes où il était en position dominante. Ses livres étaient bien accueillis, puis il y a eu des périodes de reflux. Et notamment, moi, je me suis intéressé à Sartre à un moment où il n'était pas du tout en vogue. Il était même honni, ça devenait presque un anachronisme de prononcer le mot de Sartre. On était en pleine période structuraliste. Et personne ne s'intéressait à Sartre. Et je crois que j'étais quand même un des artisans d'une remise à la mode de Sartre en montrant qu'il avait été un peu à l'origine de tout cela. Donc j'ai parlé souvent avec Roland Barthes, qui était mon directeur de thèse. Et
il a finalement été d'accord et il lui a dédié La Chambre claire, son dernier livre. Et ils sont morts la même année, comme ça, très réconciliés. Mais il y avait quand même une sorte d'interdit sur Sartre. Par exemple, j'avais déposé un sujet de thèse avec Barthes sur une analyse sémiologique de l'idiot de la famille. Et il m'avait dit, je n'ai pas lu son Flaubert et je ne le lirai pas, parce que je n'ai pas le temps. Mais je le lirai par vos yeux. Alors, donc c'était à la fois, je veux bien entrer dans la pensée de Sartre et du dernier Sartre, mais je ne veux pas. Donc il y avait une certaine réticence. Et donc j'ai servi un petit peu de médiateur entre la pensée structurale et le développement de l'ultime pensée de Sartre. Alors il faut dire ça d'ailleurs très, très fortement, c'est-à-dire que je n'étais pas sartrien et je crois que je ne l'ai jamais été. C'est-à-dire que je n'ai pas appliqué des schèmes ou des méthodes que j'aurais pu tirer de la philosophie existentialiste de Sartre. C'est-à-dire que je venais à son corpus par des méthodes structurales. Et mes premiers textes, c'était de voir comment son discours critique s'organisait comme un roman, de façon structurale, c'est-à-dire par des taxonomies, par des regroupements et par des images sous-jacentes. Par exemple, je me rappelle qu'il y a l'analyse de la notion de lit chez lui, parce que en tête de l'idiot de la famille, on nous dit que Flaubert parle comme sur le divan de l'analyste. Alors donc j'ai repris cette métaphore qui me paraît courir dans tout le texte de Sartre. Donc il y a le lit de l'analyste, il y a le lit d'amour avec Louise Collet, et il y a le lit d'amour impossible, puisque il y a ce fameux passage où pendant 10 pages il nous explique comment dans l'épisode du fiacre, évidemment, l'amour ne peut pas se faire, comment l'aiguillette de Flaubert reste nouée, mais que ce sont les chaos de la voiture qui métaphorisent l'acte sexuel qui, au fond, n'a pas eu lieu. Donc, voilà, un lit qui devient un lit imaginaire tout à fait fantasmé. Puis, il y a le lit de mort, enfin, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça. Mais j'ai surtout travaillé sur les péchés. C'est-à-dire que, au fond, il y a une espèce de diatribe constante contre Flaubert chez Sartre, qui est fait au nom d'un catalogue de péchés qu'il aurait commis, et donc il est jeté dans une sorte d'enfer. Donc voilà, les taxonomies autour de la faute m'intéressent énormément. Donc j'ai attaqué son œuvre uniquement par des méthodes structurales, si on veut. Et bon, mon texte là qui s'appelle La critique littéraire de Sartre, c'était assez bien accueilli en France et en Italie aussi. Gianfranco Rubino, un éminent spécialiste de Sartre en Italie, dit que c'est un grand classique de la critique pour les romans. Et donc voilà, c'est ma méthode d'approche, et donc c'est à partir de cet angle-là que j'ai essayé de décrypter son œuvre. Tu as une explication pourquoi ce Sartre qui montrait à travers l'esthétique l'applicabilité de l'art, de son art, est toujours si mal connu? Alors oui, sur le problème du mal connu, donc je dois dire que il servait un peu de tête de Turc aussi pour la droite, et donc les aspects politiques ont un peu gommé la compréhension interne de son œuvre. Et donc voilà, il y a un problème autour de la réception de Sartre, c'est-à-dire que il n'était jamais au bon endroit où il devait se trouver. Par exemple, bon, évidemment, lorsque on parlait des questions historiques, on estimait souvent Aron plus pertinent ou plus répondant à un certain nombre
de soucis de la société occidentale capitaliste que Sartre qui apparaissait comme décalé. Donc il y a eu perpétuellement un problème d'incompréhension entre l'œuvre de Sartre et sa réception. Alors en ce qui concerne l'esthétique, c'est encore pire, c'est-à-dire que l'image de l'esthétique a été complètement gommée. Donc j'ai été le seul à dire attention, il y a chez Sartre une esthétique qui couvre de bout en bout son œuvre, et si on ne la décrypte pas, si on ne la reconnaît pas, on ne peut pas comprendre ce qu'il a voulu faire. Et cette esthétique est protéiforme, tout à fait intéressante, et elle s'applique dans un premier temps à l'image, dans l'imaginaire. Bon, elle s'applique à d'autres éléments, notamment les rapports avec le corps, le sport, la boxe, etc. Dans l'être et le néant, on dirait qu'il fait une théorie des performances en quelque sorte. Et puis après, il va tout à fait vers les tableaux de Giacometti, Masson, Vols, etc. Donc là, il y a une esthétique qui s'exemplifie avec des artistes bien précis, qui sont des artistes de l'après-guerre, en général des post-surréalistes. Et donc il a donné parfois des textes qui sont vraiment très convaincants et presque définitifs. C'est-à-dire que, par exemple, Giacometti, c'est un texte formidable sur les peintures de Giacometti. Et sur Vols également, c'est un texte incontournable lorsqu'on étudie. Doigt et non-doigt. Doigt et non-doigt. C'est peut-être le seul texte vraiment cohérent qui ait été écrit en dépit de tous les spécialistes allemands, la Radke, etc. Bon, Werner Hartmann, etc. Bon, il n'y a pas de meilleur texte que celui-là. Il est allé suffisamment loin pour comprendre quelque chose et pour comprendre les rapports entre le surréalisme et la fin du surréalisme, le passage à autre chose. Après tout, j'estime que les textes sur les artistes, Genet, Flaubert, Le Tintoret, sur le rapport à leurs œuvres sont la meilleure porte d'entrée dans l'œuvre théorique de Sartre. Tu es d'accord ou tu proposes un autre accès à son œuvre? Pour la partie qui m'intéresse, je suis d'accord. J'ai toujours défendu que ces textes sur les artistes, notamment Baudelaire, Genet, Flaubert, Mallarmé, etc., et les artistes plasticiens sont très intéressants. C'est peut-être ce qu'il a fait de meilleur à la fois sur le plan de la pensée, sur le plan du style, parce qu'ils sont formidablement écrits. Par exemple, l'article Doigt et non-doigt que tu évoquais, mais le petit texte sur Mallarmé, l'engagement de Mallarmé dans Situation 9, n'est-ce pas? Mallarmé, alors, qui me paraît avoir des faiblesses théoriques parce qu'en fait il est trop influencé peut-être par la sociocritique et par l'idée de se moquer un petit peu du décadentisme, etc. Mais je crois que le style est quand même extrêmement éloquent, formidable. C'est un style qui est du même ordre que celui des mots, enfin qui est très travaillé. Et pourtant c'est sans doute qu'un brouillon. Parce que vous voulez écrire un gros livre sur Mallarmé? Écrire un gros livre sur Mallarmé, mais on sent qu'entre la préface qu'il a donnée ensuite avec ce petit texte et le texte que j'ai publié, décrypté et publié dans Oblique, il y a un décalage de conception. Ce n'est pas la même conception, c'est-à-dire que le Mallarmé d'Oblique s'attache énormément à l'époque, aux manies de ses écrivains, à l'espèce d'auteurs un petit peu sublimes, faussement sublimes qu'ils avaient, etc. Et donc, voilà, il en vient un petit peu à se moquer de l'époque autour de Mallarmé, ce qu'il ne fait plus dans la petite préface où il s'attaque vraiment à l'œuvre même et à ce qu'elle peut avoir effectivement d'extraordinaire. Et le reste du manuscrit est perdu? Je pense que oui, pour le moment on n'a pas retrouvé. Il est possible que dans le bombardement, la bombe de la rue Bonaparte, en 62 je crois, oui, ce manuscrit a été détruit à ce moment-là.
Parlons d'abord des textes en situation 4, portraits, paru en 1964, qui rassemble en 3 chapitres des préfaces et des articles parus entre 50 et 61. Les premiers chapitres des textes Nathalie Sarraute, René Leibowitz et André Gortz. Le texte Leibowitz s'appelle L'artiste et sa conscience, date de 1950, et on y trouve l'axiome, je cite, de Sartre, « L'artiste ne doit pas être pour le public le commentaire de son œuvre ». C'est le rejet de toute approche biographique dans les études de portrait. De toute approche biographique, non, mais c'est vrai que dans la plupart des artistes dont il est question, il ne part pas tellement de la biographie, sauf pour Vols, mais encore que Vols étant un déclassé social, un clochard, quelqu'un qui travaille sous l'influence de l'alcool, il y a une sorte de sortie de l'origine biographique. Donc effectivement, il a voulu plutôt regarder les œuvres et le rapport peut-être de l'homme à l'œuvre. L'œuvre étant un portrait effectivement de l'homme. C'est-à-dire que si on veut comprendre l'homme, peut-être il faut regarder l'œuvre avant tout. Et voilà, on revient toujours à cette question du corpus qui est plus grand que le corps. Ensuite, la deuxième partie de Situation 4 rassemble aussi des textes des écrivains, André Gide, Albert Camus, Paul Nizan et sur un philosophe, Maurice Merleau-Ponty. Le texte Camus est en fait une réponse à lui à la suite du compte-rendu de Francis Ginson et de la réponse de Camus adressée à Sartre. Monsieur le directeur, c'est la pru à la suite de le compte-rendu sur l'homme révolté, paru dans le temps moderne. Il y a aussi les 3 pages magnifiques de Sartre après la mort de Camus le 4 janvier 1960, je cite, « Il représentait en ce siècle et contre l'histoire l'héritier actuel de cette longue lignée de moralistes dont les œuvres constituent peut-être ce qu'il y a de plus original dans les lettres françaises. » As-tu jamais parlé avec Sartre sur Camus ? Non, non, parce que moi je n'aime pas énormément Camus. Et je comprenais la position de Sartre. Bon, évidemment, L'étranger, je trouve que c'est un très beau roman avec une belle écriture, etc. Mais c'est un peu aux antipodes de la pensée de Sartre. Chez Sartre, dans La nausée par exemple, on a beaucoup le sentiment d'un héros qui est très problématique, qui est dans l'errance, enfin, etc. Tandis que là, chez Camus, on a toujours l'impression qu'il détient des solutions et que son héros est sublime, même s'il est condamné d'avance à mourir par son procès. Et donc, voilà, il y a quelque chose chez Camus qui est pour moi pas très intéressant, mais je ne suis pas non plus un grand spécialiste de Camus, et les œuvres suivantes me paraissent teintées un peu d'idéologie chrétienne, qui ne sont pas du tout passionnantes, et il n'y a pas le caractère aventureux qu'il y a chez Sartre, et donc on n'a jamais vraiment parlé de Camus. Je pense que quand il rompait son amitié avec quelqu'un, c'était un petit peu définitif. Par exemple, pour le numéro d'Oblique, j'ai essayé de faire participer Pontalis, Pingot, etc. Quand je lui ai rappelé ces amitiés-là, ça ne lui plaisait pas du tout. Il les avait éjectées. Donc, il ne voulait plus en parler. Il ne voulait plus du tout en parler. Donc, je pense que pour Camus, c'était pareil. Alors, que la page après la mort soit belle. Comme me disait Lyotard, Sartre écrit toujours de très beaux textes quand les gens sont morts. Pour Merleau-Ponty aussi. Donc, il a un art du tombeau qui est assez développé et réussi, mais je crois que là, ça ne correspond pas non plus à une espèce d'affection réelle. Il essaie de se mettre du point de vue de la mort dans quelque chose qui est un petit peu de l'ordre du juste, de la justesse du jugement,
mais on sent que la dynamique d'amitié n'y est pas. Et donc, je sais pas. Mais cela dit, peut-être ça serait intéressant de faire quelque chose d'approfondi sur la comparaison, la différence entre Sartre et Camus, entre Sartre et Merleau-Ponty. Pour Merleau-Ponty, je pense que Merleau-Ponty est un philosophe très très intéressant, mais qu'il a un défaut, c'est qu'il a toujours réfléchi à partir de Sartre. C'est-à-dire, Sartre attaquait un thème d'abord, et puis Merleau-Ponty venait ensuite et disait ah bah oui mais Sartre n'a pas tout dit sur le corps, alors moi je rajoute, enfin, etc. Et sur la couleur, sur l'esthétique aussi, on sent que Merleau-Ponty a toujours quelques virages de retard sur Sartre. Il essaie de faire des textes sur l'art, mais que Sartre a écrit quelques années avant. Donc c'est un petit peu fâcheux. Je ne sens pas non plus une espèce d'originalité folle. Cela dit, évidemment, Merleau-Ponty est beaucoup plus structural que Sartre. Et puis en plus, il occupait un poste privilégié au Collège de France, un peu officiel. Et donc, Camus est très étudié dans l'université française et à l'étranger aussi, alors que Sartre n'est pas du tout étudié. Je pense qu'il n'y a aucun cours sur Sartre en ce moment dans aucune université française en philosophie, et peut-être tu dis pas non plus en Allemagne. C'est très rare. Il y en a un peu en Italie, mais donc c'est quelqu'un qui a été rejeté comme ça, Sartre, de l'université, pour des raisons qui m'échappent, parce que de toute façon, il est à l'origine de certaines pensées comme celle de Merleau-Ponty, celle de Lévinas. On sent aussi que les livres de Lévinas, la phénoménologie de Lévinas, s'ancre d'abord dans le sol sartrien. Il en a tout le droit de parler d'un humanisme de Sartre. Pourquoi a-t-il rompu avec des amis? Camus a rompu avec Merleau-Ponty, c'était aussi difficile. C'était essentiellement à cause des vues politiques divergentes. Le portrait que Sartre tresse de Merleau-Ponty détaille des interprétations marxistes, cite des désaccords et analyse les hauts et les bas de leur amitié avec une loupe. Sans aller plus loin, je voudrais seulement constater que ce portrait prouve toute la sensibilité de Sartre pour des amis. Et pour approfondir cet aspect, je voudrais te demander comment ton amitié avec Sartre s'est créée. Vous vous êtes vus souvent, vous avez travaillé ensemble, vous avez discuté ensemble. Comment tu te souviens de cette amitié? Alors oui, c'était une amitié assez proche. Je pense beaucoup plus proche que n'a dû être l'amitié de Sartre et de Camus. Parce que je lui ai envoyé en 1972 ma première étude sur ça s'appelait Les aspects romanesques de la critique de Sartre. Et donc il m'a répondu une lettre très très enthousiaste. C'était le 21 juin 1972. Voilà. Comme quoi il n'avait jamais rien lu de meilleur depuis très longtemps sur un de ses textes, etc. Et à partir de là, il m'a invité à le rencontrer. Alors, les premières rencontres, bon, j'interrogeais l'écrivain en question, qui était l'objet de mon étude. Donc, bon, ça s'est resté un peu formel. Et pendant très longtemps, on a parlé essentiellement du Flaubert. Parce qu'il y avait un certain nombre de clés qui me manquaient. Je voulais savoir un petit peu comment ça s'était fait. Et d'ailleurs, c'est un ouvrage qui demeure encore assez obscur, parce que il y a une première version dans les années 50 du Flaubert qui est tout à fait différente de celle après, où il y a davantage de psychiatrie, de psychologie, de psychanalyse, enfin, etc. Bon. Et il a fait beaucoup de recherches. La première version était assez sartrienne, avec des thèmes existentialistes comme le ressentiment, enfin des choses comme ça qui disparaissent, sont en partie gommées dans la version définitive. Il y a encore quelques allusions, mais il n'en reste pas grand-chose. Et puis le comédien, voilà, comment on apprend à écrire en jouant, enfin, etc. Donc il avait toute une théorie du texte qui était orientée autour d'une espèce de théâtralité de l'écriture, qui a à peu près disparu aussi.
Donc je voulais connaître ces clés-là. Il m'a beaucoup éclairé. Il m'a offert des manuscrits avec des versions primitives, enfin, etc. Donc pour moi, c'était très très intéressant. On est devenu de plus en plus proches. Et voilà, jusqu'en 1976, disons de 72 à 76, on a parlé de Flaubert. Et j'avais presque envie qu'il termine le 4e volume avec moi au magnétophone. Il n'existe qu'un fragment, n'est-ce pas? Et il en existe 2 carnets de notes et encore un fragment d'une centaine de pages. Et donc on aurait pu, à partir de ces notes-là, terminer le Flaubert au magnétophone. Et il était assez tenté par moments, et puis bon, finalement, il voulait faire autre chose, il voulait parler surtout de la question du pouvoir. Alors, et donc, voilà, il menait ces 2 choses en même temps. Je crois que à la fin de sa vie, on a présenté souvent Sartre avec Béni Lévy comme son secrétaire, etc. Les choses n'étaient pas du tout comme ça. Il y avait un secrétariat qui était chez Arlette Elkaïm Sartre, et avec André Puy qui était son secrétaire, qui répondait aux courriers. Et puis après, il y avait Béni Lévy qui recevait certains jours et moi qui recevais d'autres jours. Et donc il parlait du pouvoir 2 jours dans la semaine et de Flaubert et de l'œuvre littéraire et de l'œuvre plastique 2 autres jours en gros. Voilà. Donc ça a fait beaucoup de rencontres qui ont, et finalement, pour trouver une issue à ce qu'on faisait comme travail, j'ai eu l'idée de ces 2 numéros d'Oblique. Donc, le premier était une récollection sur l'ensemble de l'œuvre, une étude d'ensemble, et le deuxième, donc, sur l'art. Et bon, ça devait paraître en même temps, puis finalement, pour des raisons diverses, le deuxième numéro a pris un peu plus de temps, et puis il y a eu des complications au niveau des droits d'auteur avec les éditions Gallimard qui ont un peu ralenti la chose et qui a même failli interrompre le 2e volume. Et Sartre tenait vraiment beaucoup à ce volume sur Sartre et les arts. Et dans le contrat, il avait en quelque sorte imposé qui est le second volume. Et donc, voilà, c'est ce qui est paru après sa mort en 1981. Par contre, il manque, on devait faire des entretiens spécialement pour le 2e numéro d'Oblique sur Sartre et les arts. Et voilà, il a fait cette œdème pulmonaire. Le matin même, on devait commencer à faire 4 ou 5 entretiens pour ces numéros. Et donc, j'ai gardé juste un petit fragment là, que j'ai appelé Penser l'art, qui a été fait avant, en 1978, je crois. Et donc, voilà. Et les entretiens donc, de 80 n'ont pas eu lieu. Et entre-temps, il y a eu cette immense bombe qui a été les entretiens avec Béni Lévy, qui lui ont un peu coûté la vie parce qu'il y a eu tellement de polémiques autour de lui à cause de ses textes que la tension a monté. Puis, donc il est probable que sans ces entretiens dans le Nouvel Observateur, Sartre aurait vécu un peu plus. Voilà. La 3e partie de Situation 4 nous propose des textes sur le Tintoret, sur André Giacometti, André Masson et Walls. 2 textes sur Rome et Venise terminent ce volume. Arrêtons-nous pour un moment au Tintoret. Pourquoi le peintre vénitien a tant fasciné Sartre? C'est quelque chose qui lui avait été montré par d'autres artistes. Alors, je pense que l'approche d'ailleurs de Sartre a 2 origines. D'une part, bon, il voulait parler de l'art un petit peu comme André Breton, et donc voilà, il voulait choisir des artistes qui l'intéressaient. Et d'autre part, son ami Giacometti,
qu'il avait rencontré donc un peu avant-guerre, donc avant la déclaration de la guerre de 1939, lui avait parlé beaucoup du Tintoret à Venise. Et il lui en a parlé comme un artiste, c'est-à-dire avec un certain nombre d'intuitions concernant non pas une théorie de l'art ou d'histoire de l'art, mais on dirait aujourd'hui une poétique, hein, c'est-à-dire comment l'œuvre dans le Tintoret s'est faite d'une façon où un certain nombre d'obsessions et de thèmes soient présents par l'œuvre même. Donc c'est cette approche directe en quelque sorte de l'entreprise de création qui est en jeu dans l'esthétique sartrienne et qui lui a été montrée par Giacometti. Giacometti, bon, quand on regarde ses écrits, quand même, on ne peut pas dire qu'il soit un très très grand théoricien, mais il était capable de montrer un certain nombre de choses, justement, sur le plan de l'intuition qui crée l'œuvre, de la relation entre, par exemple, la forme et la matière, ou le geste et la matière. Et donc, cette dynamique-là a vraiment germé dans l'esprit de Sartre pour faire une critique d'art qui soit tout à fait différente de celle qui se faisait à l'époque. Parce qu'à l'époque, on analysait un tableau, voilà, en mesurant les lignes de force, est-ce qu'il y avait des obliques, est-ce qu'il y avait des lignes droites, etc. Bon, il y avait toute une espèce de géométrisation de l'œuvre ou du tableau qui rendait compte d'une certaine esthétique. Et pareil pour la question de la couleur et du coloris. Et chez Sartre, il n'est pas du tout allé dans cette voie-là, c'est-à-dire qu'il a tiré un adieu, un coup de chapeau d'adieu à l'histoire de l'art, et il s'est mis dans la posture de celui qui crée. Et dans le Tintoret, il a cru voir une espèce d'homme assez inculte, qui lisait très peu, mais qui avait une intuition des corps. Et ça correspond un petit peu aussi à l'idée de Sartre. Et à une de mes idées aussi, où je crois que tout ce qu'on écrit théoriquement, on l'a ressenti un peu dans son corps. Enfin, quand on est théoricien, on n'est pas que théoricien. Il y a une espèce d'approche qui met en jeu l'être, une ontologie intime de l'être. Et Sartre avait réfléchi beaucoup sur le corps, et dans L'être et le néant, il n'en a pas beaucoup parlé. Et là, je crois qu'il a trouvé quelque chose dans le Tintoret pour nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un corps, et comment on passe de la peinture à 2 dimensions, à quelque chose qui en comporte une 3e dimension, et puis la pesanteur, qui serait 3e dimension plus, un peu et demi, 3 et demi, et puis il y a la 4e dimension qui est le temps, donc il va aborder ça dans le Tintoret, et c'est évidemment une esthétique formidable. Alors bon, les premiers textes sur le Tintoret, c'est dans les années 50, mais il a déjà écrit une partie de ses autres réflexions sur l'esthétique, notamment sur Giacometti, enfin, etc., et Calder. Mais voilà, sur le Tintoret, il peut resserrer les boulons autour de cette esthétique des corps, et notamment de la pesanteur, qui est quelque chose qui le fascine. Donc, parce que dans l'existence, au fond, voilà, qu'est-ce qu'il y a de plus prégnant que la pesanteur. Voilà, un corps n'est pas quelque chose qui s'envole dans le ciel, à la différence des oiseaux. Donc c'est quelque chose qui a plutôt tendance à tomber, et donc c'est ça qu'il faut interroger, cette espèce de phénomène de la pesanteur qui est lié aussi au vieillissement, enfin, au ralentissement de la durée, enfin, etc. Donc à un certain nombre de mécanismes qui sont des mécanismes fondamentaux de l'existence. Alors à partir de ce moment-là,
il a trouvé dans le Tintoret un sujet formidable, contrairement au Titien. Et d'ailleurs, il est très injuste envers le Titien, qui est quand même aussi un peintre extraordinaire, un coloriste extraordinaire, et un créateur de formes aussi. Mais le Tintoret lui convient beaucoup mieux parce qu'il y a chez lui une rudesse et quelque chose qui est disgracieux et presque laid, et avec des objets, avec de la matière, enfin, etc. Et ça correspond tout à fait aux intuitions de Sartre du moment, c'est-à-dire que voilà, on a un peintre matérialiste qui s'intéresse, qui est issu de la classe des artisans, purement artisans, qui regarde pas trop vers la noblesse, qui ne cherche pas à s'anoblir et qui reste dans le geste, dans le corps, dans les outils, etc. Et on a là, voilà, une sorte de peintre populaire qui lui convient très bien. Alors, il est allé à Venise, il a fait le tour de Venise plusieurs fois, d'église en église, pour voir tous les tableaux du Tintoret. Et il les a ensuite analysés à partir aussi d'ouvrages. Enfin, et donc, on a là quelque chose qui est un terreau formidable pour une esthétique à la fois de l'homme et du baroque aussi, parce que ça rejoint un certain nombre d'intuitions qu'il avait sur le baroque. Sartre disait du Tintoret, je cite, « L'artiste, c'est l'ouvrier suprême. Il s'épuise et fatigue la matière pour produire et vendre ses visions. » C'est un beau résumé des approches des études de portrait de la plume de Sartre. Mais il y a ici un mot qui attire toute notre curiosité, la matière. Ce n'est pas ici le cire dont le Tintoret forme des petites figurines pour pouvoir mieux s'imaginer les scènes qu'il voulait peindre. La matière possède ici un sens figuratif, la vision du peintre. Comment peut-on mieux saisir cette notion, cette matière dont Sartre parle ici? On n'est pas loin de ses vues sur la matérialité. Alors, il y a quelque chose de paradoxal, évidemment, de parler de matière à propos d'un peintre, tout au moins d'un peintre de cette époque-là, parce que la peinture, à ce moment-là, est presque en deux dimensions, c'est-à-dire que justement, le traitement de la matière pour un peintre consiste à travailler la touche de telle façon que la matière soit inexistante, soit une sorte de trompe-l'œil. Et Sartre a au contraire essayé un petit peu de renverser la chose et de montrer comment à l'intérieur de cette représentation il y avait une idée enfouie de la matière qui était une sorte d'intuition profonde qui voulait être communiquée par le Tintoret. Évidemment, tout ça ne peut pas se comprendre aussi sans avoir une théorie de l'image. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que Sartre a parlé dans l'imaginaire de ce qu'est une image et comment l'image se révèle à nous. Elle se révèle sous forme de signes et puis nous croyons à l'image, c'est-à-dire qu'il y a une vision intentionnelle que l'on met dans l'image pour recréer par un tour de magie, et on emploie d'ailleurs le même mot, et puis il parle de la magie africaine, hein, donc pour que la présence descende dans l'image à ce moment-là, on croit à quelque chose et un spectre se lève, volumineux, et nous sommes un petit peu dupés évidemment par ce tour d'imaginaire. C'est dans d'autres mots le dépassement de l'œuvre par le regardeur. C'est le dépassement de l'œuvre regardeur par un processus qu'il appelle d'incarnation. Voilà, c'est l'incarnation par l'imaginaire d'une présence. Alors, c'est un peu ce qui se passe dans le Tintoret. C'est-à-dire qu'il y a une incarnation de quelque chose qui est plus volumineux, plus dense et plus lourd que la peinture elle-même. Donc c'est par un certain nombre de thèmes, par l'agencement de formes et la désignation de matériaux que quelque chose lève et que nous croyons à cette matérialité. Cela dit,
ça recoupe aussi des intuitions qu'il avait de la matière elle-même, parce que il a évidemment travaillé sur des artistes où la matière joue un très très grand rôle, à commencer par Giacometti. De là, il imagine que le Tintoret lui-même, dans la gestique de son œuvre et dans la gestation progressive de son œuvre, utilisait aussi des statues de cire, et il y avait un processus donc de mise en scène pour retrouver cette voluminosité en chair et en os, et que donc le tableau n'était qu'un compactage d'un processus qui était beaucoup plus vaste, et où le Tintoret avait été descendu au fond de la matière, et il nous l'a restitué par un certain tour de magie, mais où il y avait quand même un effet de réalité qui était cette intuition originelle. Donc voilà, ça rejoint une sorte de matérialisme que Sartre étudiait à ce moment-là, à travers notamment les foules, un certain nombre d'autres événements, et aussi la représentation de milieux qu'il avait exploré dès ses voyages à Naples, par exemple, ce milieu grouillant des chambres napolitaines, de la cuisine, des saucissons, des éventaires, etc., de charcuterie dans les rues. Et puis tout cela, il avait revu aussi lorsqu'il avait parlé des photos de Cartier-Bresson, la Chine. Donc toutes ces images qui représentaient ce milieu réel des hommes un petit peu grouillants et suants, etc., il le retrouvait aussi dans le Tintoret de cette façon-là. Donc il y a une espèce de mise en spectacle. Sa critique d'art est une sorte de reparcours dans une mise en spectacle de ce qui a pu se passer concernant l'intuition de ce matérialisme. Mais évidemment, c'est un matérialisme un petit peu primitif, mais il n'en est que plus savoureux, que plus réel. Alors, il y a d'autres passages concernant aussi ces intuitions de la matière, c'est lorsqu'il parle du buffet. Hein. Il en parle à propos de Vols. Finalement, il va préférer Vols à Dubuffet, mais il a regardé très fortement les corps épais, les corps de dame notamment de Dubuffet, et cette espèce de chair un peu alanguie, ces poches de matière un peu pendantes, etc., qu'il retrouvera aussi chez Réberol. Donc voilà, il y a un effort pour sortir de la bidimensionnalité du tableau. Évidemment, c'est plus facile dans l'art contemporain du XXe siècle qu'au moment de la Renaissance et du Baroque, mais ça existe aussi, et donc il est allé voir ça in situ. Peut-être qu'aussi le fait que cette peinture soit vivante au Palais des Doges, où il y a le paradis, ou bien le miracle de l'esclave à l'Académie, la Saint-Marc délivrant un esclave, etc. Le fait que ces tableaux soient encore dans leur milieu d'origine et dans la ville de Venise joue un très très grand rôle. C'est-à-dire ce n'est pas du tout une peinture de musée, mais c'est une peinture en situation. Et donc on sent mieux la matérialité, la fluidité, les déplacements. Alors, cette ville de Venise, bon, il en parle très très bien dans le dernier texte, des portraits. C'est très intéressant ce sous-titre portrait qui passe en général inaperçu de situation 4. C'est parce que portrait d'une vie, n'est-ce pas? Il a mis dans le même sac, dans la troisième partie, les artistes plasticiens et la ville de Venise. Voilà. C'est donc cette ville est une œuvre d'art et est un personnage. Et donc évidemment la peinture du Tintoret joue avec la ville. Il y a une espèce d'interaction, et tout le début de l'essai sur Sartre, d'ailleurs, le séquestré de Venise nous parle des rapports qu'il avait à la ville, et il a l'idée d'en faire une taupe au soleil, c'est-à-dire que
on s'enfonce dans le monde souterrain de la ville, mais en même temps, on l'éclaire. Eh bien, la descente dans la matérialité, c'est un petit peu aussi ce même mouvement. Il s'agit de mettre une taupe creusant dans la matière au soleil pour lui faire voir ce que elle ne voyait pas, puisqu'elle est aveuglée par le soleil. Et donc tout le couvrement d'écriture de Sartre, hein, c'est pas, restitue cette pénombre dans laquelle nous allons entrevoir la matière dans une sorte de labyrinthe. La perspective que le peintre rend sur le tableau a beaucoup occupé Sartre et qui tente à expliquer comment le peintre a organisé son tableau pour guider l'œil du regardeur. La perspective était pour Sartre beaucoup plus, il dit, je cite, « La perspective est une violence que la faiblesse humaine fait subir au petit monde de Dieu. » Presque une remarque pascalienne, n'est-ce pas? Alors la perspective, évidemment, c'est un grand champ de recherche dans la peinture de la Renaissance. Dans les tableaux, on commence à créer des dallages pour qu'on puisse mesurer dans quelle profondeur on se trouve. Alors la profondeur est quelque chose qui a beaucoup fasciné Sartre. La perspective, il la voit comme une dimension nouvelle qui introduit évidemment la profondeur. Alors dans beaucoup de tableaux du Tintoret, il y a des arcades, il y a des seconds plans, il y a du paysage derrière, enfin, etc. Donc il y a un effet de perspective qui apparaît constamment, mais cette perspective ça n'est pas qu'une technique, c'est mise au service de cette dimension nouvelle. Et donc là, c'est très très intéressant parce que la perspective chez la plupart des artistes de l'époque, ou d'Alberti, et puis des historiens d'art, c'est une espèce de technologie pour morceler l'espace et pour créer un certain nombre de rapports à l'intérieur de cet espace, de rapports mesurables à l'intérieur de l'espace. Et chez Sartre, ce côté de mesure n'existe pas. La perspective lui sert plutôt à ouvrir, c'est un vecteur d'effraction à l'intérieur des corps pour percer un petit peu les rapports entre les corps. Et donc, il en vient à quelque chose de beaucoup plus complexe. Enfin, il nous faudrait longtemps pour parler parce qu'il change souvent de point de vue, mais évidemment, l'analyse qu'il fait dans Le miracle de l'esclave et l'analyse qu'il fait à propos du Saint-Georges et le dragon n'est pas la même. C'est-à-dire qu'il y a davantage l'utilisation de la perspective dans le Saint-Georges et le dragon pour créer des réseaux obliques de renvoi qui vont tout à fait dans le sens de la postmodernité et qui donnent une espèce de dimension profonde et plus que profonde, virtuelle à l'espace. C'est-à-dire que les personnages sont agencés de telle sorte qu'ils provoquent des séquences possibles ou plausibles de rapports entre les gens. Par exemple, entre la femme qui fuit devant et la bête qui est au fond, et puis le cadavre qui est au milieu, il y a la mort qui peut surgir ou ne pas surgir et qui est figurée par ce troisième personnage. Et donc, l'utilisation de la perspective et de la profondeur dans ce cas-là crée une espèce de multiplication des possibilités de l'espace, ce qu'elle n'est pas dans les tableaux de la Renaissance le plus souvent, et chez le Titien en particulier, où il y a simplement une échelle des plans. Donc il y a quelque chose qui est moins religieux, parce que d'habitude la perspective au fond renvoie à Dieu, enfin par un certain nombre de mécanismes de centres, ça occupe une place de
centrifugeur, au fond, la perspective. C'est une immense centrifugeuse de l'espace qui ramène à Dieu. Et chez Sartre, au contraire, elle prend un aspect plutôt fractal, c'est-à-dire qu'elle divise et elle multiplie les potentialités. Donc, ça se rattache à tout son travail sur le roman dont on parlait au début, qui est une façon de multiplier les séquences et les possibilités. Et donc, elle opère un effet de décomposition et de miroitement. Alors, tout ça va dans la perspective, évidemment, de la ville de Venise, des images qui se réfractent, etc. Et donc, c'est la même machinerie qui se met en route à travers cette possibilité d'utiliser la perspective comme un pouvoir comme ça de démultiplication de l'espace et non de convergence.